Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. 9 jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général ont été félicités, oui, au cours d'une cérémonie officielle à Toulon. Félicités donc pour avoir accompli leur peine, Perico. Oui, alors, j'allais dire, au départ, on a 9 jeunes qui ont fait des bêtises, ils ont été condamnés, ils ont troqué le balai contre la cellule, ils ont nettoyé le quartier sensible qui s'appelle la Florane à Toulon, et puis ça s'est conclu par une cérémonie officielle au Théâtre de Liberté, dans un théâtre, voilà, avec les instances qui étaient là, pour les féliciter d'avoir accompli leur peine. Alors, il faut faire la part des choses, c'est pas nul en soi. Mais on peut avoir une partie d'instruction civique en disant vous avez fait une bêtise, voilà, vous avez accompli votre peine, si je puis dire, et c'est bien. Mais de là faire une cérémonie pour les féliciter, on se demande si la félicitation portait seulement sur le fait qu'ils aient accompli correctement leur peine de travaux publics, ou si on les félicite de ce qu'ils sont et d'avoir accepté une situation. C'est bien que vous ayez accepté votre peine. Il y a une ambiguïté sur ce terrain, et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de réactions. Autre chose est d'accompagner des jeunes qui sont aujourd'hui dans des quartiers sensibles, qui peuvent commettre des bêtises. Faut les encadrer. Comprend que toute peine mérite, non pas salaire, mais mérite sanction. Voilà, tout défaut, toute entrave à la loi, qu'il y ait un encadrement pédagogique, qu'il y ait un enseignement citoyen, qu'il y ait une démarche républicaine pour dire, voilà, vous restez des citoyens, c'est bien. Mais la cérémonie qui donne, je veux dire, à quand le mérite national de la délinquance, le mérite de la délinquance, et puis, alors, je vais pas dire une légion d'honneur, je vais pas insulter ce titre tout à fait respectable, bien sûr, mais on a l'impression que ils peuvent se dire, eh bien, si je fais une bêtise, je vais donner un coup de balai, j'aurai un travail d'utilité publique, et puis ça se finira par malgré tout une récompense. Voilà, je pense que ça peut être mal interprété. Je crois que l'idée de dire c'est bien que vous ayez accepté votre peine est une chose, et d'en faire une cérémonie, voire une toffe, pour dire vous êtes des petits génies, c'est Comment quelque vous chose. Parlez enfin Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être le langage qu'on a utilisé là-bas. En tout cas, le risque de confusion dans la tête des jeunes, voilà. Eh bien, il est énorme, et je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de la part vraiment des instances de la République locale, que la préfecture et autres, ou la mairie de Toulon, n'ait pas dit, attendez, une chose, et qu'on leur dise c'est bien, voilà, terminé. Voilà. Alors je ne sais pas, à la sortie, quand le président de la République sortira de la santé, je propose qu'on envoie la garde républicaine avec les fanfares, qu'on l'amène à l'Arc de Triomphe, et qu'on lui dise l'ancien président Sarkozy a accompli sa peine avec beaucoup de dévotion, de sérieux. Voilà, il est appliqué, il a été extrêmement correct. On va faire une petite médaille. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Un débat, un conflit, que dis-je, une polémique nationale. Mais où le Mont-Saint-Michel se trouve-t-il donc? En Bretagne ou en Normandie? Maude, pouvez-vous me dire enfin le 27 octobre 2025 où, nom de Dieu, se trouve le Mont-Saint-Michel? Lourde tâche, Perico. Normand ou breton, telle est la question. Alors, si vous êtes parisien, ça vous passe peut-être au-dessus de la tête, mais ne vous avisez surtout pas de dire à un breton que le mont est normand ou inversement. Vous pourriez vous prendre une boletite dans le nez et ça fait mal. Sauf que cette querelle multiséculaire a donné une idée insolite à un couple concerné. Elle est normande, lui est breton. L'appartenance du Mont-Saint-Michel peut désormais se jouer à coups de dés. L'idée est née sur le sentier des douaniers, le GR34 précisément, au cours d'une randonnée. Rémi et Anaël songent au départ à créer un jeu sur le célèbre sentier avec pour arriver le Mont-Saint-Michel. Finalement, le concept évolue et le couple décide de jouer à la guéguerre entre Bretons et Normands. Ah, ça consiste en quoi exactement? Parce que ça me passionne ce jeu. Oui, c'est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur choisit un camp, breton ou normand, et construit son chemin tuile après tuile pour atteindre le Mont-Saint-Michel. Le but est évidemment d'arriver le premier. Le jeu est intitulé Breton ou Normand, la bataille du Mont-Saint-Michel. Il est vendu en 2 éditions, une édition normande, une édition bretonne. Alors pas sûr que ça réconcilie les deux parties, mais ça peut quand même faire un beau cadeau de Noël. Et pourtant j'ai ma petite idée sur la question. Vous connaissez la formule célèbre. Et le Couesnon, dans sa folie, mit le mont en Normandie. Si le Conneau est un fleuve normal,
psychologiquement normal, vous voyez, avec médicaments et tout, bah, il aurait mis, puisqu'il l'a mis en Normandie dans sa folie, donc dans sa raison, il l'aurait mis en Bretagne. Alors, je vais apporter une petite touche historique. Le mont Tombe a été érigé en monastère par Aubert, évêque d'Avranches, en 708. Eh ben, je suis désolé, j'ai tout vérifié. En 708, ce territoire-là est sous dépendance de la Bretagne. La Bretagne est même un royaume. Le roi s'appelle Salomon. Il y a 8 des rois de Bretagne. Salomon, Érispoé, Nominoé. Et ce n'est qu'en 1020 que le duc Richard de Normandie décide que ce petit bout de territoire devient normand, après quand même des bagarres. Et un des ducs de Bretagne, qui s'appelle Conan, est enterré au Mont-Saint-Michel en 992. Je vous jure que si le Mont-Saint-Michel avait été en Normandie, le duc Conan de Bretagne n'aurait jamais accepté d'être enterré au Mont-Saint-Michel en Normandie. Donc, on va trancher tranquillement un jugement de Salomon. Ça tombe bien, Salomon, c'est le nom du duc de Bretagne. Et le mont naquit breton, il est devenu normand. Personne ne conteste plus la normandité du Mont-Saint-Michel à Normandie, mais nous n'oublierons jamais que ce furent des Bretons qui le fondirent. Je vous propose un tango, Perico. Un petit tango argentin. Oh, Carlos Gardel. Enfin bon, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne soit pas à la télé parce que on l'aurait dansé ensemble. Volontiers, bien sûr. On aurait fait exploser l'audience. La presse française le disait mort. Javier Milei a ressuscité. Le président argentin a remporté les élections législatives haut la main ce week-end. 40,7% des suffrages au niveau national. Ça veut dire 9,3 millions de voix contre seulement 31,7% pour la coalition péroniste Fuerza Patria. Une performance bien au-dessus des attentes et de certaines espérances, Perico. Alors, Maud, chers amis auditeurs de Sud Radio, nous ne sommes pas en train de vous expliquer que le président Milei est un génie et que la situation argentine est paradisiaque. On veut seulement dire aux experts, aux météorologues de la politique qui depuis des années, pas seulement en Argentine, en France, aux États-Unis, nous expliquent attention danger, les barbares reviennent, les loups sont entrés dans Paris, le fascisme est à vos portes, voilà, et qui donnent des prescriptions en disant il est impossible que autre alternative survienne que l'élection du bon candidat. On se souvient de Madame Harris, on se souvient même du temps de Reagan. Donc soyons très prudents lorsqu'on annonce des scores électoraux, lorsqu'on annonce des débâcles. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le président Trump? Et là, je vois aujourd'hui sur les plateaux de télévision des gens qui disaient pique-pendre de Donald Trump il y a quelques semaines, allez, je suis gentil, il y a quelques mois, considérer que finalement, il est pas si mal que ça, mais qu'on n'avait pas bien compris qu'il était. Je n'oublierai jamais une nuit d'élection, lorsque George W. Bush, jeune, a été élu, jusqu'à 1h, j'étais en voiture avec Jean-François Kahn, nous rentrions de Bourgogne. Et on avait les experts sur tous les plateaux radio qui expliquaient pourquoi Al Gore ne pouvait que gagner. Voilà. Donc là, et retournement vers 2h40, et là, les mêmes nous expliquent en 20 minutes pourquoi Bush ne pouvait pas perdre. Voilà. C'est formidable, voilà. Et là, on a mis là, on a prédit pique-pendre. Eh bien, le peuple argentin, consulté de façon souveraine, c'est encore une démocratie, a trouvé que finalement, Milei, il n'était pas si abominable que ça, et on lui laisse une chance pour mener sa politique économique. Bon. C'est vrai que les États-Unis aident l'Argentine. Moi, j'ai toujours connu l'Argentine, j'ai 66 ans. Depuis 76, c'est un pays qui est totalement en faillite. Je me dis, finalement, la faillite, c'est pas si grave que ça, mais des faillites tragiques, avec une dictature, des guerres. Bon, ben, l'Argentine est toujours là. On continuera à danser le tango. Bonne chance au président Milei et surtout à nos collègues, nos chers confrères qu'on aime, qui nous appellent s'ils ont un doute. On va leur dire comment on gère un pronostic électoral et un pronostic politique. Prudence, mesure, on regarde. Et puis surtout, quand le suffrage universel s'est prononcé, comme en 2005 au traité constitutionnel, on traite pas le peuple de fascistes, de xénophobes, d'égarés, d'abrutis. Voilà, c'est un vrai démocrate. Il accepte la réalité. Et j'ai l'impression que quelquefois, nos confrères, nos prescripteurs ont du mal à accepter la réalité.